Ça déménage, saison 1, épisode 8. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise. Épisode 8, Véronique. Véronique est psychologue et intervient une fois par mois en résidence autonomie. Elle reçoit les personnes qui souhaitent intégrer la résidence. Elle apporte un soutien et accompagnement individuel aux résidents qui y vivent. Véronique nous expliquera son rôle ainsi que l'intérêt pour les structures et ses résidents de faire appel à une psychologue afin d'accompagner toutes les étapes de ce changement de vie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter en nous donnant votre prénom et votre métier ? Absolument, je m'appelle Véronique et je suis psychologue clinicienne. Quel est votre rôle au sein de la résidence autonomie et également au sein de la ville ? Alors, au sein de la résidence, je suis depuis une dizaine d'années maintenant la psychologue qui intervient une fois par mois sous plusieurs formes. C'est-à-dire que je reçois les personnes qui souhaitent intégrer la résidence et je propose aussi un soutien, un accompagnement individuel aux résidents qui vivent dans la résidence. Comment ça se passe quand il y a une personne qui arrive dans la résidence ? Est-ce que vous avez un rôle particulier à l'arrivée des résidents sur place ou avant peut-être même ? Alors, conjointement avec la directrice, nous recevons la personne et je leur propose un entretien d'1 heure dans lequel j'examine l'objet de la demande d'intégration. Je pense que c'est important qu'on puisse entrevoir si le souhait d'intégrer la résidence provient de la personne ou bien s'il y a des contraintes extérieures qui pourraient être soit la famille, soit une situation particulière comme la vente d'un appartement ou en tout cas l'obligation de quitter le précédent domicile pour intégrer la résidence. Il est important d'avoir une idée de la situation psychologique, le contexte psychologique qui aboutit à cette recherche, à la demande d'intégrer la résidence. Donc voilà, je reçois chaque personne qui intègre, qui candidate pour intégrer la résidence, en quelque sorte, et je leur fais aussi passer des tests cognitifs pour voir où ils en sont, s'il y a déjà un terrain dépressif, s'il y a des pertes, des troubles de la mémoire, voilà. Parce que nous sommes dans une résidence autonomie et que nous avons un cahier des charges pour accepter les personnes. Et donc, il y a cet abord un petit peu, on va dire, spécifique. Et je leur fais passer des tests, voilà, qui sont reconnus et standardisés. Et je donne ensuite mon avis sur la demande au niveau psychologique de l'intégration de la résidence. Donc voilà. Donc ça, c'est un moment un petit peu privilégié. Ça me permet de rencontrer tous les résidents au moins une fois et puis leur dire que je suis à leur disposition par la suite parce que bien entendu il y a une suite. Savoir comment qu'ils s'intègrent, savoir si tout se passe bien pour eux. Il n'est pas toujours facile d'intégrer un lieu de vie collectif et d'arriver dans un endroit où des gens se connaissent déjà depuis longtemps, où les personnes sont là. C'est une étape avant des choses plus difficiles à vivre. Hein. Donc, c'est un petit peu particulier. Ça génère comme une anxiété ou une angoisse au niveau collectif, qu'il n'est pas toujours facile d'appréhender pour faire du lien, on va dire. Et donc voilà, donc il peut parfois arriver que des personnes aient du mal à intégrer le groupe, le collectif. Cependant, ce sont des résidences autonomie, chacun est chez soi et peut, s'il le souhaite, ne pas, s'intégrer au collectif. Il y a des personnes qui ne mangent jamais au restaurant de la résidence et il y a des personnes qui mangent régulièrement, il y a des personnes qui descendent régulièrement jouer aux cartes ensemble ou partager des activités et puis d'autres personnes qui ne sont pas du tout consommatrices d'activités collectives. On est au sein d'une résidence dynamique, donc il y a plein de choses qui sont organisées. On fête Noël, il y a toutes les fêtes qui sont bien entendu célébrées.
Et voilà, donc finalement, pour répondre à votre question, il y a tout ce moment de l'intégration entre le début de la démarche et puis l'accueil de la personne. Et l'équipe est extrêmement bien formée pour pouvoir accueillir les personnes qui arrivent dans la résidence. Alors que ce soit au niveau pratique, aussi bien qu'au niveau psychologique. Ils sont très attentifs. Et je suis là aussi pour recueillir pour recueillir leurs sentiments sur la façon dont ils conçoivent l'arrivée de la personne. Cette intégration, elle est vraiment clé pour que ça se passe bien, bien après, sûr, j'imagine. Bien sûr, absolument. Ouais. Et puis, j'interviens aussi lorsqu'il est question du départ. Ouais. Nous sommes en résidence autonomie, ce qui signifie qu'on ne peut aller en dessous d'un certain nombre de contraintes physiques ou psychologiques, type Alzheimer, ou qui pourrait se révéler, ou toute autre maladie neurologique. Et donc, il y a un travail à faire avec, bien entendu, la personne en question, la résidente, mais aussi avec la famille. Donc, il arrive que l'on puisse recevoir la famille pour anticiper et pour accompagner au mieux la personne dans un nouveau projet, qui n'est pas un projet facile, la plupart du temps. Donc, il y a un temps aussi qui est pris au sein de la structure avec la directrice et puis tous les intervenants qui pourraient être utiles à ce nouveau projet. Oui, il y a vraiment l'étape d'entrée dans la résidence et de départ de la résidence. Oui. Et le travail des limites, c'est-à-dire la résidence, dans le cahier des charges, a droit à une certaine dégradation d'autonomie qui est spécifiée par une grille qu'on appelle la GIR et donc qui détermine votre degré d'autonomie. Donc, on a le droit à un certain pourcentage, mais ça reste une résidence autonomie où il n'y a pas de médecin et où il n'y a aucun personnel médical ou paramédical. Par contre, il y a des aides qui peuvent être mises en place, comme des aides ménagères, le portage des repas, le passage d'infirmières journaliers, parce que, bien entendu, une personne arrive en état d'autonomie et puis se dégrade. Et donc, nous travaillons régulièrement la limite de la présence de la personne ici, selon le cahier des charges et puis au niveau humain. Donc on essaie d'intégrer tous ces facteurs. Quand on pense une personne, c'est toujours de façon adaptée à la personne. Voilà. Et c'est travailler, j'imagine, avec les familles, les aidants. Absolument. Oui, tous les intervenants qui concernent la personne. Et souvent, est-ce que vous avez remarqué, c'est un départ en EHPAD ou c'est un autre projet ? Comment vous vous orientez aussi Alors, parfois, il s'agit d'une dégradation physique qui conduit à une hospitalisation. Et ensuite, de l'hospitalisation, il y a un retour ici avant d'intégrer un EHPAD parce qu'il y a besoin de soins médicaux journaliers qui ne peuvent pas être mis en place ici, puisqu'on n'est pas équipé pour recevoir ce type de cas. Donc, on peut accompagner les personnes et optimiser le confort d'une prise en charge journalière. Et c'est un petit peu comme ça qu'on peut aider la personne à quitter son domicile ici, parfois elle est là depuis 20 ans, 30 ans, ça arrive, et de façon à lui dire que la prise en charge sera plus complète et plus sécurisante pour elle parce qu'il y aura quelqu'un jour et nuit si les difficultés surviennent. Donc voilà, c'est sur le côté sécurité qu'on va orienter, on va dire, le soutien. Vous voyez ? Et puis, il peut y avoir aussi tous les troubles neurologiques qui s'installent, les personnes qui perdent la mémoire, les personnes qui deviennent bruyantes,
c'est-à-dire qu'ils vont sortir la nuit, taper à droite, à gauche, voilà, parce que des maladies neurologiques s'installent. Donc là, voilà, bien sûr qu'on alerte la famille et puis on les accompagne dans l'idée de mettre en place des consultations en mémoire, de gérontologie, et puis voir comment est-ce qu'on peut envisager la suite de la vie de la personne. Pendant la vie dans la résidence, quelles sont les difficultés que vous rencontrez principalement pour les résidents et avec lesquelles vous avez à accompagner les résidents ici? J'ai envie de dire tous les problèmes qu'on peut rencontrer en collectivité, c'est-à-dire l'observance des règles communes, le respect entre personnes, le côté clanique qui se met en place de façon naturelle, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc pour certaines personnes, il est très facile de s'intégrer parce que leur personnalité est très sociable, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Je pense que les personnes rencontrent des difficultés auxquelles elles se sont confrontées toute leur vie ici, et que finalement notre rôle, c'est de pouvoir s'assurer de la sécurité physique et psychologique de la personne, tout en n'étant pas intrusif, c'est-à-dire garder la bonne distance. Et c'est ce qui est très agréable ici dans cette structure, c'est qu'il y a une vraie bienveillance et malgré tout un respect de la vie de la personne. Et c'est important de pouvoir maintenir cette bonne distance-là. Et sur les personnes qui hésitent encore, qui nous écoutent aujourd'hui, quels sont les conseils que vous pourriez donner à une personne qui souhaiterait rentrer en résidence, mais qui a un petit peu du mal à faire son choix? C'est difficile de quitter un endroit dans lequel on a vécu souvent depuis longtemps. Il s'agit ici d'intégrer une résidence qui propose une chambre de 30 mètres carrés et un collectif. Cependant, la plupart des personnes qui viennent ici, c'est la sécurité qu'elles recherchent, parce qu'on est toujours entouré, jour et nuit, ici. Donc, il y a une personne qui va vous aider à prendre un rendez-vous. Il y a ce petit côté administratif. On vous écoute, on peut partager, on peut créer du lien avec des voisins. Donc, on n'est plus dans l'éloignement géographique. La solitude peut être rompue. Donc, c'est une décision qui est difficile à prendre, mais j'ai rencontré que très très peu de résidents qui n'aient pas été heureux de l'avoir prise, cette décision. Parce que le côté sécurité est majoritairement la raison pour laquelle on est bien dans la vie en collectivité, quand on vieillit et qu'on est seul. Un grand merci à Véronique pour son témoignage. Et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne, de Paris et du Val d'Oise pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.